petit rappel en premier et après on va rentrer dans le vif du sujet. Alors ce dessin, normalement, il doit vous dire quelque chose. Normalement, vous l'avez déjà vu si vous regardez les vidéos des pros de la souris. Donc normalement, dans la leçon des composants de l'ordinateur, on avait parlé de la carte mère, du processeur, de la RAM, du disque dur, comment tout cela fonctionnait en concert, et on a donné quelques définitions. Bon, si vous n'avez pas vu cette leçon, je vous recommande chaudement d'aller la voir. Donc, les composants de l'ordinateur, j'affiche sur l'écran, là, l'adresse s'affiche. Voilà, donc vous pouvez la voir en premier, ça va vous éclaircir beaucoup de choses, et ensuite vous pouvez regarder cette vidéo tranquillement. La deuxième vidéo que je vous recommande aussi, c'est la vidéo concernant le processeur, comment marche le processeur. Donc, certes, c'est un composant à part, hein, qui n'a rien à voir avec la RAM, mais j'explique un peu le fonctionnement des semi-conducteurs, le principe du transistor, etc., les portes logiques, et tous ces concepts sont nécessaires pour comprendre ce qui va suivre. Voilà, donc aujourd'hui, on s'attaque à notre composant, la RAM. Mais avant de commencer, on va essayer de voir quelques définitions, de voir, en l'occurrence ici, on va essayer de voir qu'est-ce qu'un bit mémoire et un octet mémoire. Alors, la mémoire, vous savez, la RAM, hein, c'est une mémoire qui manipule des données. Ces données, on l'a bien expliqué auparavant, on peut les réduire au plus simple appareil, c'est-à-dire au 0 et au 1. Et c'est ce qu'on appelle le bit mémoire. Donc le bit mémoire, qui vient de l'anglais de binary digit, c'est-à-dire un 0 ou un 1, donc c'est la plus petite unité de mémoire, on va dire, de données dans l'ordinateur. L'ordinateur, il manipule les données à cette échelle-là, des 0 et des 1. C'est pour ça que je vous disais d'aller vous reporter à la leçon du microprocesseur pour voir un petit peu, on en parle un petit peu des portes logiques, comment on fait des opérations et à quoi sert le 0 et le 1. Alors, donc ce 0 et ce 1, c'est des bits mémoire. Donc le bit mémoire peut contenir deux valeurs, on va dire, le vrai, le faux, le 0, le 1, le oui, le non, voilà. Et tous ces bits mémoire, pour qu'on puisse les manipuler bien comme il faut, donc on va essayer de les un peu les rassembler, les regrouper dans des petites agglomérations pour leur donner du sens. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on veut écrire la lettre A, la lettre Z, ou le chiffre 12, ou etc., ou le chiffre 1, pardon, ou 2. On ne peut pas l'écrire avec un seul bit mémoire. On ne peut pas l'écrire avec un 0 à 1. Il faut tout un ensemble pour dire, bah voilà, par exemple, si on met 0, 0, 1, 1, 0, 1, par exemple, ça nous donne la lettre F ou la lettre I, ou etc. Voilà. Donc pour donner du sens un petit peu à tous ces bits mémoire, donc on les a regroupés en octets. Voilà. Octet, en anglais, byte. Hein. Il faut bien faire le distinguo entre bit mémoire et le byte. Donc en anglais, on dit byte, en français, on dit octet. Donc l'octet est composé de 8 bits mémoire. Voilà. Et là, avec ça, on peut écrire une lettre ou un chiffre, par exemple. Et avec plusieurs octets, on peut écrire un mot. Hein, admettons que chaque octet représente une lettre, on peut écrire un mot avec plusieurs octets, et etc. On peut écrire des phrases, on peut écrire des bouquins, on peut stocker des images, du son, de la vidéo, et voilà. Donc, juste pour que vous ne vous perdiez pas dans ces petits termes, hein, voilà, donc un octet est égal 8 bits mémoire. Alors,
Ça, c'est un petit exemple pour qu'on puisse comprendre un petit peu que la valeur ne change pas. Pour l'ordinateur, c'est toujours la même chose, c'est un 0 et un 1, mais pour nous, ça peut signifier quelque chose dans notre interprétation. Par exemple, un numéro de téléphone, ici, si je vous donne mon numéro de téléphone, je vous dis 610 203 040, ah bah, ça sera très difficile à retenir. Mais si je vous dis, par exemple, mon numéro de téléphone, ce qui n'est pas vrai, hein, c'est le 06 10 20 30 40, et ben, vous allez le retenir plus facilement et ce sera plus lisible pour nous tous. Voilà, donc le octet, à peu près, il correspond à ça. Donc au lieu que toutes ces 0 et ces 1 soient mélangés et que on puisse pas avoir un petit recul, en les organisant en forme d'octet, on peut voir plus précisément la structure de ces données-là. Je vais vous donner un autre exemple, vous allez comprendre, hein, et on va arrêter avec les bits mémoire et les octets. Donc on a dit que c'était des 0 et des 1. Mais comment ces 0 et ces 1, on peut, en partant de ces 0 et de ces 1, on peut arriver à des choses merveilleuses, arriver à des photos par exemple de paysages, à des films, Mais en fait, pour l'ordinateur, il ne comprend pas ce qu'il est en train d'analyser. Lui, il suit une logique. Voilà, là il faut mettre un 0, il le met, là il faut mettre un 1, il le met. C'est nous, derrière, qui interprétons ces données-là et qui leur donnons du sens. Hein, vous voyez ici à l'écran, hein, vous avez une série de 0, de 1, voilà, bon, bref, ok, c'est bien, l'ordinateur, il le voit comme ça. Mais nous, autant qu'êtres humains, avec du recul, eh ben, on peut interpréter ces données-là et on peut leur donner un sens, ici, en l'occurrence, un bonhomme. Hein. Voilà, donc c'est l'image, par exemple, elle est stockée de la même manière, hein, c'est un tableau ou une matrice avec des lignes et des colonnes, et chaque ligne et chaque colonne contient une valeur, soit un 0, soit un 1, en l'occurrence ici un pixel, mais le pixel peut être composé par plusieurs autres choses, hein, donc on peut, je simplifie au maximum, hein, donc vous connaissez le concept des pros de la souris, c'est qu'on prend et on simplifie au maximum. Voilà, et on essaye de donner l'information, on va dire, la plus simple. Donc voilà, on arrive à voir cette image que peut-être tout à l'heure, on avait des difficultés à la voir, où l'ordinateur ne l'interprète pas du tout, il ne sait pas ce qu'il voit, mais lui, il suit son programme. Bon, je ferme la parenthèse du bit mémoire et de l'octet, et on va passer à autre chose, on va passer au principe de fonctionnement. Comment marche cette RAM ? Alors, la RAM, elle est déjà ce que ça veut dire, hein, donc Random Access Memory, bon, mémoire accès direct, bon, la traduction n'est pas parfaite, mais la traduction mot à mot ne veut rien dire, hein, mémoire accès aléatoire ou arbitraire, ou ça ne veut rien dire, mais l'essentiel c'est que je vais vous donner le sens, on va dire, ou le principe de fonctionnement. Vous allez comprendre un peu comment marche cette mémoire, cette Random Access Memory. Alors, on va prendre notre exemple, le processeur, hein, toujours hein, avec la RAM, et on va prendre le disque dur. Donc on sait que le processeur, c'est l'organe, on l'a bien expliqué, c'est l'organe qui fait le traitement dans l'ordinateur, c'est lui qui va prendre les données, il va les traiter, il va nous ressortir d'autres données. La RAM lui sert de support où il va prélever ces données-là, hein, pour les traiter, et il va les ressortir, les stocker là-bas, soit définitivement, soit d'une manière, on va dire, partielle. Voilà, s'il n'a pas terminé, il peut traiter quelques données, les mettre dans la RAM, les reprendre, etc. Et on sait qu'il y a le disque dur où on peut stocker ces données-là aussi. Je vais vous donner un exemple et on va essayer à travers cet exemple, de comprendre un peu le principe de pourquoi on doit utiliser la RAM et qu'est-ce qu'elle rapporte comme bénéfice dans l'ordinateur. Admettons que vous êtes le processeur. Voilà. Allez, vous, monsieur, madame ou mademoiselle, vous êtes le processeur et que on vous a donné comme mission, il faut que vous réalisiez un gâteau. Bon, je suis très nul dans la cuisine, hein, donc je vous rassure, je ne vais pas vous donner tous les secrets des recettes, hein, mais juste un exemple pour comprendre. Alors,
Pour faire un gâteau, il nous faut, bon, bien sûr, des ingrédients. D'accord? Donc, des ingrédients, ces ingrédients, on va les prendre où? On va les prendre dans le placard, qui est à côté de la cuisine, ou on va les prendre dans le frigo. Toujours, on est dans la cuisine. Admettons qu'on a besoin de sucre, par exemple, de beurre, de farine, de levure, et les œufs. Par contre, on n'a plus les œufs, il n'y a plus d'œufs ici dans ce placard-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tout simplement, les œufs, comme ils ne sont pas à la maison, il faut aller les chercher au supermarché. Bon, jusque-là, vous me suivez, c'est très banal, c'est très classique. Alors, et là, on voit que, par exemple, pour aller de la cuisine jusqu'au placard, j'ai mis 30 secondes, ou vous avez mis 30 secondes, hein, pour aller dans votre frigo, dans votre placard. Ça vous a pris 30 secondes. C'est très rapide, vous avez pris l'ingrédient, hop, vous l'avez amené à la cuisine, vous avez commencé votre préparation. Par contre, les œufs qui manquaient là, il vous faut, allez, on va dire en moyenne, hein, une trentaine de minutes, voire plus. Pour aller les récupérer, il faut prendre le panier, il faut descendre tout en bas, il faut aller marcher dans la rue, il faut rentrer dans le magasin, il faut aller au bon rayon, il faut prendre l'ingrédient, il faut revenir, il faut passer par la caisse, il faut revenir sur le chemin, il faut remonter les escaliers, rentrer et pour qu'on puisse bénéficier de ces œufs-là. Bon, et là je reste quand même clément avec 30 minutes parce que si c'est un samedi que vous allez faire vos courses ou qu'il y a trop de monde, voilà, vous avez pour des heures. Alors, donc on voit ici, à travers ça, on va essayer de voir un peu le parallèle avec la rame. Donc, ce placard ou ce frigo, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a raccourci, on va dire, les délais. Donc, au lieu de mettre beaucoup plus de temps à aller récupérer les ingrédients dans un magasin, eh ben, j'ai tout chez moi. Donc, je mets quelques secondes à aller les récupérer. D'accord? Mais l'inconvénient, on va dire, de ce placard ou de ce frigo, il a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la taille. Comparé à un supermarché ou un magasin, il y a beaucoup plus de produits dans ce magasin. Donc, je ne peux pas avoir, je peux avoir par exemple 1 kg de sucre, je peux avoir une douzaine d'œufs par exemple, mais pas plus. Je peux pas mettre tout un rayon ou tout un étalage dans ce placard ou dans mon frigo. Donc le premier handicap, c'est la taille, donc elle est réduite. Le deuxième handicap, c'est que les produits qui sont là vont tôt ou tard se périmer. Hein, il y a une date de péremption, donc il faut les rafraîchir le stock régulièrement. Hein. Une fois tous les mois, par exemple, il faut, voilà, si les trucs, on regarde les emballages, si c'est la date, elle est passée, hop, il faut les changer, il faut aller en acheter d'autres qui sont encore valables, et ainsi de suite. Donc voilà, on a deux inconvénients, on a dit l'espace, et deuxièmement, il faut, ces produits sont périssables. Quand on va au supermarché, en théorie, donc tout est à jour, hein, il y a des employés là-bas qui s'assurent que, en théorie, hein, qui s'assurent que tous les produits sont conformes, que la date est nickel, donc on n'a pas ce problème-là dans les supermarchés. Par contre, dans notre placard, si on fait pas le tri nous-mêmes, eh ben on perd tous ces aliments, même qu'on peut avoir un placard ou un frigo garni, si tout est périmé à l'intérieur, on peut pas les utiliser, on peut pas les manger. Alors maintenant, on passe au-dessus, on va passer à la rame. La rame, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, la rame, le processeur, quand il veut puiser quelque chose dans la rame, il a un accès très rapide, hein, de l'ordre du de la nanoseconde. Hein. Un nanoseconde, c'est 1/1000 d'une seconde. On prend une seconde, on la divise en petit, on coupe à 1/100000. Vous imaginez un peu le délai très très court. Donc voilà, c'est l'ordre de grandeur, donc 10 puissance 9 secondes, c'est l'ordre de grandeur de la vitesse de la rame. Après, si ces données ne sont pas disponibles, vu que la RAM, elle est un peu, elle est limitée en taille, et si on a besoin d'aller récupérer ces données dans les disques durs, là, on va perdre du temps, et le temps, il est de l'ordre de la milliseconde.
hein, c'est le millième d'une seconde, 10 puissance 3. Donc vous regardez la différence, c'est les ordres de grandeur, c'est pas 1 milliseconde ou voilà, je vous donne l'ordre des grandeurs pour que vous puissiez un peu comparer les deux vitesses d'accès, que ce soit à la RAM ou au disque dur. Donc 10 puissance 3, millième de seconde, et là on est au milliardième. Donc il y a presque, c'est des centaines de milliers, voire presque un million de fois, plus que la RAM est plus rapide que le disque dur, l'accès au disque dur. Ça, c'est les disques durs magnétiques. Il y a une nouvelle, les nouveaux disques, on va dire les nouveaux supports, les SSD. La vitesse est encore un peu plus rapide, mais elle est plus rapide, par exemple, de plusieurs fois que le disque dur. Mais on est toujours en dessous de la vitesse de la RAM. Voilà. Et le deuxième inconvénient, on a dit que là, les données dans le placard pouvaient se périmer, donc il fallait les rafraîchir, les stocks constamment, et périodiquement. Ici, c'est la même chose. La mémoire, les données à l'intérieur, c'est une mémoire volatile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les données, au bout d'un certain moment, sont perdues. Il faut les rafraîchir. Voilà. Il faut les rafraîchir. Je vais vous l'expliquer par la suite. Voilà. Donc, il faut rafraîchir ces données-là pour éviter que la RAM perde ces données-là. Voilà, là, on fait le parallèle, donc on a fait un gâteau, on a compris un petit peu comment fonctionne cette mémoire vive, comment fonctionne la RAM. Alors, comment elle est faite physiquement, comment elle marche cette RAM? Là, on va rentrer un peu dans le fonctionnement, on va dire, technique. Alors, cette RAM, elle est composée d'un maillage de points mémoire. Chaque point mémoire que vous voyez ici à l'écran, donc chaque point mémoire représente un bit de données. Vous vous rappelez les bits de données qu'on a parlé tout à l'heure, on a un peu expliqué ce que c'était des 0 ou des 1. Et chaque point mémoire, c'est l'intersection d'une ligne et d'une colonne, donc on peut avoir son adresse, on sait où il est. Voilà, donc dans ce bit mémoire-là, on peut dire, voilà, là, il y a par exemple un 0, il y a un 1, ou etc. Alors, de quoi est composé ce petit point mémoire dans cette grille? Donc tout simplement, ce petit point mémoire est composé d'un condensateur et d'un transistor. Donc le transistor, on l'a bien abordé dans la leçon du processeur, c'est pour ça que je vous ai envoyé vers le processeur au début. Donc on va pas re-expliquer le principe de fonctionnement du transistor. Voilà. Donc le transistor, qu'est-ce qu'il fait? Il va piloter ce condensateur. Donc le condensateur, qu'est-ce qu'il fait? Il condense une charge électrique. Voilà, il peut garder une charge électrique et il peut se vider. Et selon l'état de ce condensateur, s'il est chargé, c'est-à-dire on a un 1, voilà. Si ce condensateur il est déchargé, on a un 0. Voilà, tout simplement. Et qui est-ce qui va contrôler tout ça et s'occuper de le vider, de le remplir? Ce sera le transistor. Donc le transistor qui est couplé à ce condensateur va nous dire est-ce que notre condensateur il est chargé ou déchargé, donc il va nous renvoyer soit la valeur 0 soit la valeur 1, donc on a gardé une mémoire, et on a gardé une donnée, et il va aussi pouvoir le modifier, si on veut l'effacer, s'il est chargé on peut le décharger, s'il est déchargé on peut le charger. Voilà, donc c'est ce qui va permettre de garder ou de changer l'état de ce condensateur. Et le cycle de rafraîchissement, donc quand on alimente, on va dire, ce circuit, le transistor va s'assurer que le condensateur garde sa charge à intervalles réguliers, sinon cette charge sera perdue, c'est pour ça qu'on dit que c'est une mémoire volatile. Voilà. Et si vous voulez, par exemple, si je coupe l'électricité, on va perdre toutes les données pour la simple raison que l'état du condensateur sera déchargé, donc il n'y aura plus aucune donnée sauvegardée.
Voilà, ça c'est pour le principe. Donc le principe, il est assez simple. Par opposition, ça c'est sur la RAM, on a ce qu'on appelle la ROM. Hein, là, la RAM Random Access Memory, on a la read-only memory. On a une mémoire, ça c'est une mémoire vive, on a une mémoire, ce qu'on appelle la mémoire morte. Alors, je vais vous donner un exemple, on va parler un peu des flash disks ou de la mémoire flash en général, hein, et je vais vous expliquer un petit peu. Je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, il y a beaucoup de petites ramifications qu'on peut aller explorer, mais ça prendrait beaucoup de temps et ça va vous perturber. Donc là, c'est juste, je vais aborder, je vais survoler ce domaine-là pour qu'on puisse avoir les idées claires. Hein. Ok, alors, on va voir un petit peu la mémoire flash, qui fonctionne pratiquement avec le même principe, sauf qu'à la place du condensateur qui peut se décharger, donc on peut avoir un condensateur, une grille par exemple, une grille qui capte les électrons, et même si on coupe l'électricité, et ben la grille qui est là va capter l'électricité et restera chargée. Donc, même en coupant l'électricité, on gardera la charge, soit 0, soit 1, et quand on rebranchera le matériel, la prochaine fois, eh ben, les données qui étaient dedans sont conservées. Alors, vous connaissez les disques SSD, hein, donc malgré que l'appellation de disque soit fausse, hein, parce que le disque, ça sous-entend qu'il y a quelque chose de rond qui tourne. Là, c'est plutôt un support solide, hein, les SDD, les Solid State Drive, donc en opposition au magnétique, hein. Donc les disques magnétiques, vous connaissez tous les disques durs, les anciennes disquettes, etc. Là, c'est une autre technologie basée sur la mémoire flash. Comme je vous l'expliquais, c'est exactement le même principe, sauf que là, le condensateur, au lieu que ce soit une mémoire volatile, c'est une mémoire morte où on le remplace par une grille qui capte l'électricité et le sauvegarde. Pourquoi on n'utilise pas ce genre de mémoire à la place de la RAM ? Pour la simple raison, c'est que ça prend beaucoup plus de temps à charger la grille. Hein, ça prend beaucoup plus de temps à la charger, donc on perd tout l'avantage de la RAM qui est sa rapidité. Et c'est pour ça qu'on l'utilise plus pour un support, comme support de stockage de données. Aujourd'hui, on utilise les SSD parce qu'ils sont plus rapides par rapport aux disques durs classiques, magnétiques. Et on n'a pas de mécanisme, hein. Vous savez, dans les disques magnétiques, il y a un plateau qui tourne, un disque qui tourne, il y a une tête de lecture, etc. Donc ça, c'est un peu fragile, hein. Là, ça encaisse mieux les chocs. Sauf que cette technologie-là, pour l'instant, on n'arrive pas à avoir de très grandes capacités. Ou si on a de très grandes capacités, ça coûte hyper cher. Et aussi la durée de vie, donc bon, pour l'instant on ne sait pas, peut-être qu'on peut garder ces données, je ne sais pas combien de temps, 20 ans peut-être, mais bon, voilà, donc ça va évoluer, l'avenir, ça va peut-être s'orienter sur cette technologie, voire une autre technologie, mais l'avenir, on se débarrassera des disques durs en magnétique, ça c'est sûr et certain. Et dans les ordinateurs récents, c'est juste, avant de fermer la parenthèse sur les SSD, aujourd'hui, dans les ordinateurs un peu récents, on met les deux technologies, c'est-à-dire on met un support SSD où on va installer le système d'exploitation et les programmes qui vont tourner pour les faire tourner plus rapidement, et on utilise un disque dur magnétique classique pour stocker tout ce qui est film, vidéo, etc., musique, photo, voilà, comme stockage, on va dire archivage. Voilà. Hop, on continue. Donc, on a plusieurs puces électroniques qui fonctionnent avec ce principe-là, où on peut lire les données, même après coupure d'électricité. Et pour changer, modifier l'état de ces mémoires-là, ou de ces puces-là, on fait un flashage. Hein. Vous entendez toujours, j'ai flashé mon téléphone, j'ai flashé ma PSP, j'ai flashé mon récepteur satellite, j'ai flashé ci, j'ai flashé ça. Mais en fait, on efface les données qu'il y a sur certaines puces dans ces appareils-là, et on les modifie, on remet d'autres données à l'intérieur. Ça peut être un programme ou autre chose.
Vous connaissez tous les clés USB ou les flash disks comme on les appelle dans certains endroits du monde. Donc voilà, c'est la même technologie, hein. L'avantage c'est que c'est super pratique, hein, on a toutes ces données. L'inconvénient c'est que des fois on peut perdre ces données. Il faut faire attention, il faut les manipuler un peu avec délicatesse, hein. On a les cartes mémoire que vous connaissez tous, hein, qui fonctionnent. C'est pas tout à fait la même technologie, mais c'est la même grande famille, hein. On va pas rentrer dans les détails, juste pour que vous puissiez comprendre. Et on a aussi un composant qui s'appelle le BIOS, c'est une pièce qui est collée à la carte mère, à toutes les cartes mères. Il y a un BIOS, Basic Input Output System. Donc ce BIOS là, je vais vous l'expliquer rapidement il sert à quoi. En fait, quand vous mettez l'électricité, vous alimentez votre carte mère, vous allumez votre ordinateur, grosso modo. La première chose le premier programme qui sera exécuté, c'est le programme qui est contenu dans ce BIOS. Et c'est ce programme-là qui va déterminer, par exemple, s'il y a une RAM, s'il y a un processeur, à quelle vitesse il est, qu'est-ce que je fais démarrer en premier, qu'est-ce que je dois faire comme contrôle, etc. Régler la date, l'heure. Il y a plein de paramètres comme ça. C'est le BIOS qui les prend en charge. Et après le BIOS, une fois qu'il a lancé tout ça, passe le relais au système d'exploitation qui est, lui, copié sur le disque dur ou le SSD de cet ordinateur. Voilà. Et ce BIOS, on peut le flasher dans certains cas, on peut faire des mises à jour. Bon, il supporte quelques flashages, hein, mais il faut faire attention, si vous l'abîmez, votre carte mère, elle est bousillée, il faut complètement la changer. Voilà. Donc là, on a vu un petit peu, on a parlé de la RAM, hein, la Random Access Memory, et on a parlé un petit peu de la mémoire flash, un peu que c'était des cousins, et que l'une était volatile, l'autre ne l'était pas, et que on remplaçait le condensateur dans la RAM par une grille qui captait les électrons dans la mémoire flash, ce qui permettait de retrouver les données même après coupure d'électricité. On continue, et là on va voir les caractéristiques de la RAM. Alors on a la SRAM, hein, donc la Static Random Access Memory. Donc c'est une mémoire statique. C'est une mémoire statique, c'est une RAM un peu spéciale, hein, qu'on trouve dans l'ordinateur, mais plus dans les processeurs, les choses comme ça, qui est utilisée plus comme mémoire tampon. Je vais vous l'expliquer rapidement. Donc la statique, elle n'a pas besoin d'être rafraîchie. Hein. Donc on a dit tout à l'heure, la RAM, il faut la rafraîchir à intervalles réguliers pour qu'elle ne perde pas ses données. La SRAM, elle est statique, donc elle prend les données, on n'a pas besoin de rafraîchir ces données-là. Elle est très 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 rapide, elle est plus rapide que le deuxième type de RAM qu'on va voir là. Elle est très rapide, elle prend beaucoup plus de place, elle consomme un petit peu plus d'électricité, même voire plus d'électricité. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'utiliser comme barrette mémoire. On l'utilise à petite dose dans des composants spécifiques comme le processeur où elle sert de mémoire tampon, mémoire cache, hein, pour optimiser, on va dire, encore doper la rapidité de ce processeur. La deuxième famille, on rentre dans les DRAM, les Dynamic Random Access Memory, et là, c'est la RAM que je vous parlais, la barrette mémoire qu'on connaît tous, hein, qui a un accès dynamique, c'est-à-dire qu'on a besoin de rafraîchir, hein, il y a un cycle de rafraîchissement, sinon elle va perdre ses données. Ensuite, on a eu une autre génération qui est venue, on a la SDRAM. La SDRAM, qu'est-ce qu'on a fait ? On a synchronisé le temps. Il n'y a plus de temps de latence. Il y avait un temps de latence sur la DRAM. Hein. La DRAM, il y avait un temps de latence, c'est-à-dire qu'il y avait un temps propre à chaque barrette mémoire. Et ce temps-là, on ne pouvait pas le compresser avant d'accéder aux données quand il y avait des modifs ou des choses comme ça. Sur la SDRAM, on a synchronisé ça, donc on perd moins de temps, donc les performances ont été augmentées par rapport à la DRAM. Ensuite, on a eu la DDR SDRAM.
ou comme on l'appelle communément la DDR. Donc le double data rate, ça veut dire le débit de données doublé. Hein. Donc qu'est-ce qui veut dire, quelle est la différence entre la DDR et la SDRAM? Donc la DDR, qu'est-ce qu'elle fait? La SDRAM, soit elle communiquait, elle sortait les données, soit ça rentrait dans un cycle de fonctionnement de la RAM. Dans la DDR, on pouvait le faire et lire, et les infos sortaient et rentraient sur le même cycle. Donc on a doublé, on a doublé le débit des données rien qu'en faisant cette amélioration dans notre RAM. Ensuite, il y a eu la DDR2, donc c'est la deuxième génération, où on a encore amélioré la DDR, et la DDR3, où on a encore amélioré les performances de cette mémoire. Alors, comment s'y retrouver dans ces mémoires-là? Quelle est la mémoire qui convient le plus à votre ordinateur? Je vais vous dire, ça dépend de votre carte mère. Donc votre carte mère, normalement, ça dépend de son modèle, ça dépend de ce qu'il y a installé dessus. Elle peut accepter tel ou tel type de mémoire. Voilà. Donc pour pas se tromper, on a ce qu'on appelle des détrempeurs. Hein. Vous savez, les petites fentes là, c'est des détrempeurs qui nous permettent d'insérer la bonne famille de RAM et dans la bonne position, pas la mettre à l'envers. Donc voilà, on voit là les détrempeurs de la DDR, là la DDR2 qui a été décalée un petit peu, et la DDR3 qui a été quasiment poussée plus loin, quoi. Voilà. Donc ça, vous regardez votre modèle de carte mère, et normalement, vous pouvez connaître, ou si vous avez un notice de votre carte mère, vous regardez, il y a le type de mémoire RAM, mémoire vive, que cette carte peut supporter. Je donne un exemple maintenant. On va donner un exemple. Hein. Admettons, vous trouvez dans un magasin, voilà, cet exemple, 4 GB DDR3, PC3, etc., des chiffres. Et qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que, voilà, il y a, pour le plus grand, on va dire, des utilisateurs, il y a une seule chose qui les intéresse, c'est la capacité de la RAM. Combien elle peut contenir de données. On a une RAM de 1 Go, on a une RAM de 2 Go, on a une RAM de 4 Go, etc. On peut avoir des RAM de plusieurs volumes, de plusieurs tailles. Mais il y a aussi d'autres options. Hein. On a aussi la cadence, comment elle communique. On a aussi la bande passante de cette mémoire qu'on peut déduire de ces chiffres-là et de ces données-là. Et dans notre exemple, voilà, donc c'est une DDR3 SDRAM. Voilà, elle est cadencée à 800 MHz. Donc c'est son horloge. Et la puce mémoire donc qui gère tout ça, c'est une DDR3 1600, et elle a une bande passante de 12 Go,8 par seconde. Voilà, ça c'est des caractéristiques techniques. Donc si vous voulez comparer, vous pouvez comparer. Pour vous aider, sur Internet, il y a plusieurs tableaux, vous pouvez utiliser celui-là. Hein. Donc il y a des tableaux où on répertorie les mémoires avec leurs fréquences, les fréquences réelles, les fréquences en entrée-sortie, le débit, etc. Et nous, dans notre cas, on avait, c'était une DDR3 1600, donc, et vous voyez bien, voilà, que c'est ce modèle-là que nous avons. Donc, dans la fréquence entrée-sortie, on a 800 MHz. La fréquence réelle, c'est 200, puisque c'est une DDR, donc la fréquence réelle, elle est décuplée. Et on a le débit qui est de 12,8 gigasecondes. Voilà. Bon, pour vous qui souhaitez changer, par exemple, de mémoire dans votre ordinateur, vous pouvez prendre, par exemple, vous pouvez regarder votre ancienne mémoire et prendre une capacité un peu plus grande, ou si vous avez votre carte mère, vous regardez qu'est-ce qu'elle supporte comme mémoire, et vous pouvez, par exemple, acheter ce modèle-là.